Bon, ben, écoutez, donc, je me répète, mais je tiens à vous le réaffirmer. Un grand merci à vous d'être tous connectés ce soir pour ce temps d'échange. Le webinaire qu'on va vous présenter sera animé par les équipes de l'OPCO-EP, moi-même, Philippe Fagot. Donc, pour ma part, je suis responsable des actions territoriales au sein de l'OPCO-EP en Auvergne-Rhône-Alpes. David? Et je compléterai donc l'animation aux côtés de Philippe. Je suis conseiller à l'OPCO-EP sur l'Allier et en tandem sur la question de la transition écologique et énergétique aux côtés de Philippe Fagot. Merci. Le thème de ce soir, donc, c'est la facture énergétique, comment l'appréhender, comment la maîtriser, comment la limiter. Hein, notre ambition, c'est vraiment d'être concret ce soir pour pouvoir affirmer à l'issue de ce temps d'échange, comprendre pour agir, c'est vous faire repartir avec plus de réponses que de questions. Voilà, ça c'est notre objectif. Le contenu de notre animation passera par une introduction que une ressource va faire tout de suite après. Nous aurons l'intervention d'un expert, la présentation d'offres de services, la conclusion et, important, avant de nous quitter, l'accès à un sondage pour nous dire ce que vous voulez faire à l'issue de ce webinaire. Vos questions, vous pouvez les poser dans l'espace conversation et nous avons plusieurs temps d'échange où vous pourrez prendre la parole durant le webinaire. Vous dire également que ce webinaire fait partie d'une programmation qui en compte 9, enfin plus que 8 puisque un a déjà été réalisé. Et c'est donc une des actions d'un projet beaucoup plus général dont le thème est la transition écologique énergétique dans les TPME, de la sensibilisation à l'action, porté par 3 entités, la Confédération des petites et moyennes entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, l'Union des entreprises de proximité en Auvergne-Rhône-Alpes et l'OPCO-EP en Auvergne-Rhône-Alpes, et qui bénéficie le soutien financier de l'État, qui, comme vous le savez, est très engagé dans le traitement des défis climatologiques. Je passe la parole à Bertrand Fayet pour l'introduction de ce webinaire. Bertrand, c'est à toi. Oui, je te remercie. Bonsoir à tous. Donc, je suis Bertrand Fayet, le secrétaire général de l'UDP Auvergne-Rhône-Alpes, donc les entreprises de proximité, c'est-à-dire artisans, commerçants et professions libérales. Et là, je m'exprime aussi au nom de la CPME, puisque Cyril Amprino, qui est mon homologue, est absent. Nous avons voulu, enfin les deux organisations, travailler avec l'OPCO sur ce sujet de la transition énergétique et écologique, puisque c'est un sujet sensible pour de nombreuses TPE. Et pour le sujet d'aujourd'hui, on peut dire que tout ce qui est énergie a suscité bien des tensions, des passions, des incompréhensions, des crispations lors de l'explosion des coûts. Et c'est aussi comme ça que beaucoup de chefs d'entreprise ont commencé à traiter ce sujet. C'est à partir de l'aspect économique. Et de l'aspect économique, on peut aller vers la transition écologique et vers aussi l'économie et une meilleure consommation, une meilleure optimisation de sa consommation. Cette période a été, celle dont j'ai parlé, a été extrêmement difficile et compliquée. Nous avons dû accompagner beaucoup d'entreprises. Et maintenant que le sujet se calme, il est temps aussi de penser à l'avenir. Et c'est aussi pour ça que nous avons voulu organiser ce type de webinaire pour diffuser vraiment de l'information, pour pouvoir ensuite discuter, dialoguer, et puis que vous puissiez être bien accompagné et mieux choisir et bien choisir les différentes options et les investissements qui peuvent se présenter à vous. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Merci Bertrand. Donc, nous allons passer la parole à notre expert. Olivier, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous et merci en tous les cas de votre accueil à l'OPCO et à la SAPME Auvergne-Rhône-Alpes. Le but, là, dans le temps qui nous incombe, c'est justement de bien comprendre ce qui a fait beaucoup de bruit et qui fait aussi la une de l'actualité aujourd'hui encore, autour de l'énergie, qui est un sujet important pour les particuliers, pour les entreprises. Et ce qui est important du coup, et ça va être l'objectif de ma présentation d'aujourd'hui, c'est de bien prendre conscience de 2 points qui me semblent qui sont importants pour la facture énergétique.
Le premier point, c'est de bien comprendre son contrat. Et le deuxième point, c'est bien comprendre ses consommations. Quand on a ces deux aspects-là bien en main, on s'aperçoit qu'on comprend mieux tout ce qui se passe, toutes les propositions, tout ce qu'on peut entendre et recevoir tous les jours, puisque je sais que vous êtes très sollicité. Du coup, pour ma part, moi, je suis Olivier Dupont. Vous avez mon mail. Si vous deviez avoir des questions par la suite, vous pouvez me solliciter par mail, j'y répondrai avec plaisir. J'appartiens à la direction commerce Auvergne-Rhône-Alpes, qui est basée à Lyon et qui emploie 600 personnes. Et on est une grosse entité puisqu'on gère 3 millions de clients particuliers et 190 000 clients entreprises sur ce territoire-là. Donc, notre mission au sein de cette direction commerciale, c'est d'accompagner les entreprises et les particuliers dans leurs achats d'énergie, que ce soit l'électricité et le gaz, mais aussi de travailler sur tout ce qui est les sujets économie d'énergie, photovoltaïque, mobilité, tout ce qui va autour de la décarbonation, qui est un sujet quand même majeur également et bien antérieur à la crise énergétique. Voilà. Donc mon propos va être dans un premier temps, vous redonner quelques ordres de grandeur sur le marché de l'électricité, c'est intéressant. Et puis on rentrera ensuite dans le concret de ce qui vous concerne et ce qui fait que vous êtes sûrement là ce soir. Les chiffres sur l'électricité, c'est important d'avoir toujours ces ordres de grandeur. On voit que la production française, c'est environ 500 TWh. On voit que durant l'année de crise, elle était à 450 TWh. Donc on voit que tous les outils de production sont clairement repartis à la hausse et dans le bon sens. Et on voit que ce qui se développe, c'est le développement de la production nucléaire, bien sûr. Et puis tout ce qui est l'hydraulique, l'éolien. Et à l'opposé, on fait tout pour réduire la production d'électricité à partir de gaz et de charbon dans un souci de décarbonation qui reste un enjeu majeur. Le chiffre à retenir, c'est qu'en France, on produit environ 500 TWh actuellement. Voilà. En parallèle, la consommation française, elle est actuellement autour de 450 TWh. Et on voit que cette consommation, elle a diminué durant le Covid avec les efforts de chacun. Et puis, elle continue à diminuer avec à la fois les efforts de chacun. Et puis, on ne peut pas le nier, sûrement des effets conjoncturels liés à moins de consommation tout court. Quand on fait la différence entre la production et la consommation, on en conduit assez simplement que depuis en 2023, en tous les cas, la France actuellement est exportatrice d'électricité. Mais voilà les grandes notions. Un dernier point qui est important, pourquoi on parle tant d'électricité en France aujourd'hui, c'est que l'électricité qui est produite sur notre territoire, elle émet, c'est le chiffre que vous avez là, environ 20 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Ça, c'est les chiffres 2022 sur la production d'électricité d'EDF en France globale, EDF représentant 90% de la production française. Ça veut dire qu'à un moment donné où on parle beaucoup de décarbonation, l'énergie, l'électricité, en tous les cas, est un atout pour décarboner. Avoir en tête que les émissions de CO2 sur la production d'électricité sont 10 fois supérieures, la moyenne européenne est 10 fois supérieure, et la moyenne mondiale est 20 fois supérieure. C'est-à-dire que c'est vraiment un atout pour notre industrie que d'avoir de l'électricité de réseau qui est décarbonée, et c'est ce qui fait que l'actualité est si forte autour de ça en ce moment et au quotidien dans la presse. Voilà. Donc voilà quelques points d'ensemble et sur la production, le marché et pourquoi on parle d'électricité dans cette logique de décarbonation. Voilà, je rentre dans le vif du sujet et c'est 2 points. Le premier qui va être autour de son contrat. J'aurais pu commencer pour bien en fait maîtriser sa facture d'énergie. On aurait pu commencer par des contrats. On aurait pu faire un sondage. Par exemple, qui autour du téléphone connaît la date de fin de contrat fin de son contrat actuel? Qui parmi vous sait comment va se renouveler son contrat? Est-ce qu'il doit en souscrire un nouveau? Est-ce qu'il est en tacite reconduction? Est-ce que le contrat que je souscris actuellement, c'est un contrat en offre de marché ou est-ce que c'est un tarif réglementé de vente? Donc, c'est tous ces points-là, pour bien comprendre son contrat, qu'il faut maîtriser malgré tout, puisque c'est ce qui fait que je vais pouvoir acheter, souscrire et avoir le bon contrat, plutôt que d'écouter des moins 10, des moins 15, qui, vous allez mieux comprendre par la suite, sont souvent liés à des phénomènes autour des prix de marché. Voilà. Donc ça, c'est les grandes questions à se poser, et je vais essayer d'y répondre avec vous par la suite.
Alors, quand j'achète mon énergie, ce qui est important de bien avoir en tête, c'est que dans une facture d'électricité, il y a 3 grandes parties. La première partie, c'est la fourniture, donc les kilowattheures. Ça, c'est ce qui est en concurrence. Vous avez une deuxième partie qui est l'acheminement, le TURP. C'est la facturation en fait, des distributeurs, que sont le réseau de transport d'électricité et Enedis. Et vous avez une troisième partie qui sont les taxes. Donc, on va développer ces 3 points. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que ces 3 points sont en euros par mégawattheure. Ça veut dire que chaque fois que je consomme moins, je paierai moins de fourniture, moins d'acheminement et moins de taxes. Ces 3 aspects-là ont tous une partie variable fonction du nombre de kilowattheures, donc les économies d'énergie permettent de payer moins de fourniture, moins d'acheminement, moins de taxes. Donc on va commencer par la fourniture d'énergie, où là, en fait, dans un contrat, et on rentre assez vite, je vous montre un graphique, alors qui n'est peut-être pas très visible, ce qui est intéressant, c'est de voir son évolution. On voit que l'électricité, en fait, ça s'achète sur des marchés à terme. Des marchés à terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2024, je peux acheter de l'électricité pour 2025, pour 2026, pour 2027, et ensuite, mon prix sera figé. Donc ça, c'est le premier point. L'électricité s'achète sur des marchés à terme. Et ce qui va faire le prix de l'électricité, c'est le jour où j'achète. Je m'explique. Celui qui a acheté en octobre 2021, les prix étaient autour de, on va dire, 50 euros par mégawattheure. C'est là où je bouge. Qui a pris un contrat pour 3 ans. Son contrat, il s'est retrouvé à être renouvelé en octobre 2024. C'est-à-dire que quelque part, il n'a pas été amené à acheter pendant la crise. À contrario, celui qui n'avait pas renouvelé son contrat en octobre 2021, mais qui s'est retrouvé à devoir renouveler son contrat en octobre 2022, il a été obligé de souscrire en pleine crise. Et son électricité, il est parti d'un prix, ce qu'on appelle le baseload, c'est souvent une unité de référence, qui était plutôt autour de 400 euros par mégawattheure au lieu de 40 euros par mégawattheure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est important, c'est pas tant le volume que j'achète ou tout un tas d'éléments, mais c'est le jour où j'achète qui va faire mon prix de kilowattheure. Et ça, c'est un élément important. Ensuite, vous voyez qu'il y a plusieurs graphes. Pourquoi? Parce que quand j'achète ou quand je souscris de l'énergie, je peux avoir un contrat de 1 an, 2 ans, 3 ans. Et chacune des années a un cours. C'est-à-dire que si j'achète 1 an actuellement, le prix est autour de 77. Si j'achète 2 ans, le prix de l'année 2026 est un peu plus bas. Donc, c'est ces éléments-là qu'il faut avoir. Donc, ce qui va faire le prix et les cours, c'est souvent le moment où je vais acheter mon énergie. Et c'est un point important à avoir en tête. C'était l'échange qu'on avait tout à l'heure, ce qui fait qu'en France, il n'y a pas 2 personnes, alors si en tarif réglementé, oui, mais en offre de marché, qui ont le même prix, parce que personne n'a acheté tout à fait au même moment, et ce qui fait mon prix, c'est le jour où j'achète. Et le deuxième point à avoir en tête, c'est est-ce que je prends un contrat pour 1 an, pour 2 ans ou pour 3 ans, en fonction des différents cours. Et là, votre fournisseur, il est amené à vous proposer des offres. Mais en tous les cas, c'est bien à l'acheteur d'avoir sa stratégie d'achat. Donc ça, c'est le point important, c'est les cours de l'énergie qui font qu'il y a des fluctuations. C'est bien le moment où j'achète qui donne ces éléments et c'est ce qu'il faut retenir de ce support. Donc voilà pour la... Olivier, Oui. excusez-moi plutôt. Il y a Anne-Françoise qui réagissait à votre questionnement tout à l'heure et qui parlait, elle, de tarifs réglementés. Donc là, vous parlez de tarifs de marché. Oui. Est-ce qu'elle est impactée également, du coup, par ces variations-là que vous présentez? Alors, les tarifs réglementés de vente, ils sont fixés par la CRE. Et ils évoluent 1 à 2 fois par an. Souvent, c'est au niveau du 1er août. Ils sont beaucoup moins influencés. Alors, ils tiennent compte de ces offres de marché, mais les tarifs réglementés, eux, les prix évoluent tels qu'on peut les lire dans la presse avec des évolutions proposées par la CRE et acceptées par le gouvernement. Donc, ils ne sont pas soumis à ce type de... Ils suivent cette évolution. C'est pour ça qu'on parle actuellement d'une baisse des prix de l'électricité. C'est parce que les cours de marché sont à la baisse. Mais le client qui est en tarif réglementé, en fait, il va suivre les cours qui sont proposés par la CRE et fixés par
par le gouvernement. Donc oui, ils suivent le cours du marché, mais non, je suis moins obligé de suivre mon contrat, sa date de début, sa date de fin, puisqu'il avance tout seul en fonction du cours de marché, et il suit ce cours de marché avec, c'est vrai, un petit décalage dans le temps. Voilà. Très bien. Donc voilà, ça c'est l'aspect fourniture pour ceux qui sont en offre de marché. C'est ce qui fait que de temps en temps, on peut entendre du moins 20%. Oui, c'est sûr que celui qui achète en janvier 2024, il a une offre à moins 25% par rapport à son contrat d'avant. Pourquoi? Parce que les prix sont nettement moins chers. Voilà. Donc ça, c'est le point. Une autre remarque dans le sujet également, quelqu'un qui parle du tarif de la loi ARENH. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle. Alors, est-ce que ça vous va si je prends les questions à la fin? On peut faire comme ça, très bien. C'est pas que je ne vais pas, mais je vous propose de me les reformuler et j'y viendrai, puisque je répondrai à tous ces points-là. Très bien. Voilà en tous les cas ces éléments-là autour du cours de l'énergie. Et je reviendrai sur l'ARENH bientôt. Le deuxième point qui est important, c'est l'acheminement. L'acheminement, c'est le TURP. Donc, tous autant que chacun d'entre nous, vous avez un contrat avec une puissance souscrite. Donc, ce contrat, le TURP, il rémunère Enedis et RTE. Donc, c'est le deuxième point qui peut évoluer. Le TURP, donc, il y a une récente évolution au 1er novembre, en moyenne de 4,81%. Et à avoir en tête qu'on parle actuellement d'une nouvelle évolution en février 2025, mais c'est un ensemble d'éléments qui sont en cours de discussion au niveau de la Commission de régulation de l'énergie, notamment. Et puis, dans ce TURP, on parle aussi de changer les plages d'heures pleines, heures creuses, puisque avec le développement du solaire, notamment en été, on s'aperçoit qu'on a une surproduction en pleine journée, entre 12h et 14-15h, et on se pose la question, est-ce qu'il faut réadapter les heures creuses en fonction de la production, puisque les heures creuses, elles permettent aussi de gérer le transport de l'électricité et les coûts de l'électricité à des moments donnés de la journée. Donc là, c'est le deuxième point à bien comprendre, votre contrat. Est-ce que je souscris la bonne puissance ou pas? Est-ce que je pourrais la baisser? Est-ce que je pourrais la monter? Mais dans tous les cas, vous avez, en faisant des économies sur vos kilowattheures, le TURP, il y a une part fixe et une part variable. Donc la part variable, elle sera d'autant plus basse que vous utilisez moins de kilowattheures. Donc le TURP, actuellement, il y a une récente hausse, et puis c'est ce qui fait qu'il pourrait y avoir également des hausses futures en février. On parle d'une nouvelle hausse du TURP de l'ordre de 10%. Et on parle aussi d'échanges, de modifications autour des heures creuses. Voilà. Donc ça, c'est à suivre dans le temps, c'est l'évolution de ce TURP. Et le troisième point dont on parle encore plus, et notamment aujourd'hui, c'est les taxes, et notamment une taxe qui s'appelle l'assise sur l'électricité. Donc l'assise sur l'électricité, c'est une taxe qui existe depuis maintenant au moins 2020, depuis de nombreuses années. L'assise sur l'électricité, avant la crise énergétique, son coût était de 32,5 € par mégawattheure. Donc ça s'appelle CSPE, assise sur l'électricité, sur votre facture. Dans le cadre de la crise énergétique, cette taxe, elle a été abaissée, on le voit, jusqu'à 1 € par mégawattheure. Dans le cadre du bouclier tarifaire, c'est un des leviers qu'a utilisé le gouvernement. Il a baissé cette taxe de 32,5 à 1 € par mégawattheure. C'est ce qui a permis, en complément de toutes les aides, d'atténuer la facture à la fois des Français, des entreprises, etc. Cette taxe, donc l'assise sur l'électricité, elle a été remontée à 21 € par mégawattheure en février 2024. Et cette assise sur l'électricité, c'est celle qui fait l'objet de beaucoup de discussions actuellement au niveau du gouvernement, et pour lequel on aura de nouvelles évolutions très certainement en février 2025. En tous les cas, elle va avec la loi de finances, et ça fait partie des évolutions. Ça veut dire que dans ma facture, ce qui joue, c'est quand est-ce que j'achète mes kilowattheures, quelle est la date de début de contrat, de fin de contrat. Ce qui joue, c'est mon acheminement. Alors là, il est fixé par la CRE, je ne peux pas faire grand-chose. Ce qui est important, c'est est-ce que je souscris la bonne puissance, et puis de réduire ses consommations. Et en fait, le troisième point qui joue, c'est les taxes sur l'électricité, où là, il n'y a pas forcément grand-chose à faire. Ça fait partie de la loi de finances, et ça a des impacts sur les factures. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que pour les industriels,
pour lesquels l'électricité représente une part importante de la valeur ajoutée, ils peuvent bénéficier d'abattements sur cette taxe, donc pour les industriels. Donc, si vous avez des questions autour de ce point-là, vous pouvez également solliciter votre fournisseur qui pourra vous dire si oui ou non vous pouvez bénéficier d'abattements sur ces taxes. Donc, en 2024, il y avait un abattement sur les taxes. On ne sait pas encore comment se passeront ou pas les abattements sur les taxes en 2025. Donc ça, c'est les points importants. Je les reformule. Donc, quel type de contrat j'ai? Est-ce que je suis en offre de marché, en tarif réglementé? Quelle est la date de fin de contrat? Et puis, pour combien de temps j'ai souscrit? Pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Voilà. Donc, c'est important. Ayez en tête aussi que je ne suis pas obligé d'attendre la date de fin de mon contrat pour souscrire mon nouveau contrat quand je suis en offre de marché. Quand je suis en tarif réglementé, oui, ça fonctionne tout seul, avec un petit décalage dans les évolutions de prix. Voilà. Et je reviens du coup sur l'Arenh, c'est pour ça, sur la question qui était posée. Depuis l'ouverture du marché, l'Arenh, c'est un mécanisme dans lequel on a demandé à EDF de céder 25% de sa production au marché de l'énergie. Voilà. Pourquoi? C'était justement pour permettre notamment à des nouveaux producteurs de se lancer dans la production d'électricité avec une visibilité. L'Arenh, c'était un coût de 42 € par mégawattheure. Ça veut dire que dans votre contrat, pour certains d'entre vous, il y avait des formules, des éléments autour de l'Arenh qui étaient très compliqués, mais qui permettaient d'avoir une part de votre contrat à 42 €. Là où on l'a vu, le prix de l'électricité est monté jusqu'à 1 000 €. Et cette Arenh-là, donc, qui n'a pas forcément joué son rôle, puisque le but était de permettre à des nouveaux producteurs de lancer des moyens de production. Il est décidé à ce stade, ça demande d'être confirmé, qu'il soit arrêté fin 2025. C'est-à-dire que le mécanisme de l'Arenh ne va plus exister. Ce qui a été proposé dans l'immédiat et depuis novembre 2023, c'est non plus de pouvoir souscrire de l'énergie jusqu'à plus 3 ans, mais c'est de pouvoir souscrire de l'énergie jusqu'à plus 5 ans. Pourquoi? On s'aperçoit que plus j'achète loin, moins je suis soumis à des phénomènes court terme. Typiquement, la crise de l'énergie en 2022, c'était 2 phénomènes. Moins de fonctionnement des centrales nucléaires. Et le deuxième point, ça a été la crise d'énergie, le conflit ukrainien et la crise du gaz. Donc des événements qui se sont cumulés court terme, qui ont donné une explosion. Si j'avais pas renouvelé mon contrat, que je devais souscrire là, je me suis retrouvé avec un prix qui a explosé. Alors que quand j'achète loin devant, je suis moins soumis aux volatilités géopolitiques. Du coup, le nouveau modèle qui est expérimenté actuellement permet aux entreprises d'acheter jusqu'à plus 4 ans, voire plus 5 ans. Donc ça, c'est les 2 points qui vont changer. L'Arenh va s'arrêter. Ça veut dire quelque part, pour ceux qui ont des contrats dans lesquels on parle d'Arenh, ils ont pu voir toute la complexité autour des formules, de la compréhension, de la révision en fin d'année. C'est un mécanisme qui devrait s'arrêter fin 2025 et être remplacé, c'est ce qui est prévu dans l'immédiat, par des contrats long terme. À noter aussi que dans le cadre de cette nouvelle ouverture des marchés de l'électricité, il est envisagé que les tarifs réglementés puissent s'ouvrir aux entreprises qui souscrivent plus de 36 kilos au 1er février 2025, dans la mesure où elles font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'elles ont moins de 10 salariés. Donc ça, c'est une perspective aussi qui a été décrétée en avril 2024 dans le cadre de la nouvelle ouverture pour les entreprises qui seraient concernées. Donc voilà un petit peu les grands points sur le marché de l'électricité. Voilà pourquoi on en parle beaucoup en ce moment, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux autour des taxes sur l'électricité. On voit qu'elles sont à la hausse. Du coup, est-ce qu'on continue à les remonter ou pas? La décision ne m'appartient pas, ça fait partie de la loi de finances. Et puis des questions autour de tout ce qui est l'acheminement et la craie. Voilà. Vous, ce sur quoi vous pouvez jouer, c'est les questions qu'on s'est posées tout à l'heure. J'ai quel contrat? Quand est-ce qu'il s'arrête? Comment est-ce qu'il se reconduit? Et c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut vraiment le comprendre pour acheter son électricité. Et ce que vous avez va sûrement très bien, mais il faut le comprendre. Voilà.
Voilà. Et le deuxième intérêt du nouveau modèle, c'est aussi de permettre aux producteurs, alors il se trouve que EDF est le principal producteur en ce moment, d'avoir de la visibilité sur les prix de marché, parce que difficile de faire une corrélation entre la production par une centrale qui est quand même une industrie lourde et des prix qui sont aussi fluctuants qu'ils l'ont été. Difficile d'investir et de faire travailler des actifs sans un minimum de visibilité dans le temps. Donc c'est un autre atout ou un autre objectif de l'ouverture des marchés. Voilà, ça c'était pour les marchés de l'électricité. Du coup, là, je peux peut-être répondre à quelques questions, oui, si vous le voulez. Alors tout à fait, on a donc monsieur et madame Girard qui évoque que sur le graphe du coût de l'énergie, les années avant le grand pic, le cours était beaucoup plus stable. Qu'est-ce qui explique que maintenant ça bouge plus? Je crois que vous avez en bonne partie répondu à cette question. Peut-être que vous pouvez le résumer à nouveau. En fait, avant la crise énergétique, on était toujours sur des prix autour de 42 € par mégawattheure. Et on peut, depuis, en gros, le Covid et le contexte géopolitique a fortement évolué, hein. On le voit notamment avec la guerre en Ukraine. On le voit avec, bon, il y a eu des difficultés, mais la crise du gaz a été très importante. Il faut avoir en tête que le prix de l'électricité, il est basé non pas sur la somme des kilowattheures qui sont produits, mais il est basé sur le coût du dernier kilowattheure qu'il faut produire pour répondre à la demande. Et ce dernier kilowattheure, eh bien, il est très souvent basé sur un prix du gaz. Et le prix du gaz, eh bien, il a fortement augmenté au moment de la crise énergétique, puisqu'il est remonté quasiment jusqu'à 200 à 300 € par mégawattheure. Du coup, c'est un petit peu les incertitudes géopolitiques qui créent beaucoup de fluctuations. On le voit actuellement, il y a une crise plus forte au Moyen-Orient. Les cours de l'électricité de 2025 ont légèrement remonté. Voilà, donc je dirais que ça s'explique par un phénomène géopolitique beaucoup plus instable. Et le deuxième point qu'il ne faut pas nier, c'est que la production nucléaire est redevenue beaucoup plus stable qu'elle ne l'a été là pendant 2-3 ans. Voilà. Quel est le prix du kilowattheure actuellement sur le marché? Alors, en fait, on utilise souvent un cours. Le cours qui est couramment utilisé quand on parle, c'est le baseload, mais ce n'est pas votre prix de l'électricité. Le baseload, c'est un prix de marché qui correspond à une puissance linéaire. Et ce prix, c'est plutôt des ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. Il faut se dire qu'avant la crise énergétique, le baseload, on va dire qu'il était autour de 42 € par mégawattheure, autour de l'Arenh. En pleine crise énergétique, il est monté à 1000 € par mégawattheure. Et aujourd'hui, ce cours, il est autour de 68, 70 €. Voilà. Donc, c'est un peu plus des ordres de grandeur que des cours qu'il faut retenir, puisqu'ensuite, le prix que va avoir un client final, il va dépendre du nombre d'années du contrat, mais il va aussi dépendre du profil de consommation. Et c'est sur ces éléments-là que le fournisseur va regarder votre profil de consommation. Plus mon profil est régulier, plus j'ai un coût qui est bas. Plus j'ai un profil qui est irrégulier, moins mon coût est bas. Voilà. Ok. Pas d'autres questions pour le moment. Donc, on en arrive sur les cours du gaz, mais vous voyez que la courbe, elle est étonnamment identique à celle du prix de l'électricité. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette courbe? C'est qu'avant la crise, on a eu des prix à 15-20 € par mégawattheure, là où en ce moment, on est plutôt autour de 40 € par mégawattheure pour l'année 2025. Mais vous voyez que les contrats pour l'année 2028 sont plutôt à 25 € par mégawattheure. Donc ce graphique, il montre bien qu'il y a des cours par année. Et selon si je prends un contrat 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je fais une forme de moyenne de ces coûts-là. C'est un petit peu grossier comme explication, mais c'est un petit peu comme ça que ça se résume. On voit que celui qui n'a pas souscrit son prix de 2025, on va partir d'un cours autour de 40 € pour lui faire une offre commerciale, alors que celui qui a souscrit et qui dit « tiens, je voudrais une offre pour 2027 », on va partir sur un ordre de prix autour de 30 € par mégawattheure. Donc c'est intéressant toujours, voilà, date de fin de contrat. Est-ce que je peux d'ores et déjà ou pas renégocier le contrat suivant? Et c'est ce qui fera que vous ayez un meilleur prix. Et c'est pas quand on entend des -10, -15, -20, -25,
J'étais avec un client tout à l'heure qui me dit, tiens, on m'a fait une offre moins 25, et en fait, on comparait moins 25 par rapport au prix du contrat qu'il avait souscrit il y a 2 ans. Donc ça, c'était normal. Du coup, ça ne l'empêche pas de continuer à comparer s'il le souhaite, mais ne pas comparer avec son contrat d'avant, mais comparer avec la situation actuelle, c'est des choses importantes. Voilà. Nous avons aussi une autre question. Oui. Peut-on changer de contrat? Et peut-être si on peut le faire, comment le fait-on? On peut changer de contrat. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il y a plusieurs types de contrats et on est soit en offre de marché, soit en tarif réglementé, comme on a eu la question tout à l'heure. Quand je suis en offre de marché, je dois attendre la date de fin de contrat pour aller sur le contrat d'après. Donc, je ne peux pas changer en cours de contrat, puisque dans l'absolu, mon fournisseur a réservé de l'énergie sur un marché à terme à un prix donné. Donc, je ne peux pas changer de contrat en cours de contrat. Mais c'est là où, quand j'achète, c'est est-ce que je prends un contrat de 1 an, 2 ans, 3 ans? Si je pense que les prix sont bas actuellement, j'ai intérêt à prendre un contrat de 3 ans. Si je pense qu'ils sont hauts, je prends un contrat d'1 an, j'attends que ça baisse et je prends le contrat d'après. C'est le type de stratégie. Voilà. Quand je suis en tarif réglementé, je peux changer à tout moment. Merci. Donc là, voilà, j'espère que vous retiendrez voilà, deux, trois points de ces aimants-là, mais c'est important de comprendre son contrat et je le fais régulièrement avec des entreprises, des industriels, voire des particuliers. Et souvent, sur les premières questions que je vous ai posées, ça interpelle et c'est bien. Voilà, c'est comme ça qu'on comprend bien. Le deuxième point qui est quand même important dans le contexte actuel, c'est bien sûr ce qu'on pourrait appeler la décarbonation dont tout le monde parle, mais qui a été accentuée avec la crise énergétique. Ce qui est important, c'est comprendre ses consommations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux dire ma facture d'électricité est élevée. La question qu'il faut se poser après, c'est où vont mes kilowattheures? Si je ne réponds pas à cette question, je paierai toujours cher ma facture, puisque ça veut dire quelque part, je ne maîtrise pas mes consommations. Et ça, c'est un point crucial, c'est comprendre ses consommations à tous les niveaux. Donc ça va. Pourquoi? Quand j'optimise mes consommations, encore une fois, je paye moins de fournitures, je paye moins de taxes et je paye moins de transport. Et pour ça, il y a des outils assez simples, et notamment ce qu'on appelle la courbe de charge. La courbe de charge, en gros, c'est les appels de puissance de votre compteur qui sont pris toutes les 5-10 minutes. Donc, vous avez soit des applications, il y a tout un tas d'applications proposées par tous les fournisseurs, mais en tous les cas, ça permet de bien comprendre ses consommations. Là, je vous ai pris un cas concret d'un centre de formation avec qui j'ai pu travailler. Donc, le centre de formation, il est fermé à Noël. Il n'y a pas grand monde en août. On voit les puissances qui sont appelées. Donc là, il a 20 000 watts, donc c'est en watts, 20 kilowatts, 40 kilowatts. Et là, assez vite, on s'aperçoit, on parle du talon de consommation. On voit que ce client-là, donc là, je suis sur une année, l'année 2023, il atteint toujours 12 kilowatts, aussi bien été comme hiver, semaine de Noël ou pas. Dans une année, il y a 8760 heures. Ce talon d'à peu près 10 kilowatts, il représente 90 000 kilowattheures. Donc 90 000 kilowattheures, c'est rapidement 15 à 20 000 euros, il lui coûte. Voilà. Du coup, c'est bien comprendre ses consommations. Et qu'est-ce qui se passe dans mes bureaux, dans mon entreprise, dans mon usine ou même chez moi quand il n'y a personne? Et c'est souvent là, on commence par étudier ce talon et on voit qu'il y a des choses qui tournent et il faut voir comment les optimiser. Donc, on a été un peu plus loin et ça, c'est un peu plus simple dans le graphique d'après. Ce même centre de formation, on a travaillé, on s'est dit, regardez, entre le 23 décembre et le 30 décembre, alors qu'il n'y a personne dans le centre de formation, il y a toujours 15 kilowatts d'appelés jusqu'à 100 kilowatts. Et on s'aperçoit en fait qu'il y avait de l'air comprimé qui tournait avec des fuites et tout un tas de sujets, même plus que ça. Mais en tous les cas, on était sur un bâtiment qui n'était pas régulé, pas géré. Du coup, la façon la plus simple qui coûte le moins cher de faire des économies, c'est, on peut dire ma facture électricité coûte cher. C'est vrai que les tarifs réglementés ont augmenté, tout a pu augmenter, mais ce sur lequel chacun a un levier, c'est comprendre ses consommations. Et s'il y a un appel de puissance que je ne comprends pas, faut que je recherche
qu'est-ce qui tourne? Est-ce qu'il y a une machine qui tourne? Qu'est-ce qui fonctionne? Ou est-ce qu'il y a de l'éclairage qui reste allumé? Et là, je fais très rapidement des économies. Chaque kilo, il y a 8760 heures dans une année. Chaque fois que j'enlève de la puissance, je baisse fortement mes consommations. Et là, j'ai pris un deuxième cas qui était le cas d'un boulanger, là, qui était très bien géré. D'ailleurs, on voyait très bien que systématiquement, ce boulanger-là, il avait un appel. Là, il est à peu près minuit, 1h du matin. Et on voit qu'à 6h du matin, il arrête sa production. C'est très régulier. Là, on était sur un mercredi. Donc, il lui reste 3 kilos de puissance en permanence qui correspondent à ses frigos. Et on voit que ce boulanger-là, il maîtrise très bien sa courbe de charge, ses appels de puissance, ses heures creuses. Pas oublier que dans les contrats, il peut y avoir des heures pleines, des heures creuses. Et il faut les connaître. C'est intéressant de savoir, est-ce que dans mon contrat, j'ai des heures pleines, des heures creuses? Si j'ai des heures creuses, c'est sur ces heures-là qu'il faut que je fasse tourner mes machines, mes broyeurs, etc. De la même façon, si j'ai des locaux plutôt tertiaires, des choses simples, mais comme les frigidaires, tout ça, est-ce que quelqu'un les éteint pendant les vacances? Est-ce que je regroupe dans un seul frigo plutôt que 3? Il y a 1000 et un éco-gestes qui ne coûtent pas grand-chose et qui sont des bons moyens. Mais en tous les cas, le bon moyen, c'est vrai à titre professionnel, à titre personnel, c'est comprendre ses consommations et avoir à un moment donné une lecture de cette courbe. Voilà. Tant que je ne maîtrise pas ça, je pourrais toujours dire je paye cher, mais en fait, je ne sais pas ce que je paye puisque je ne sais pas où vont mes kilowattheures. Donc ça, c'était un premier point, en tous les cas, sur lequel il est important d'agir. Le deuxième point, alors qui est plutôt autour de la décarbonation et sur lequel il y a beaucoup de réglementation, on parle beaucoup à présent de mobilité électrique et on revient un peu au sujet initial. La mobilité électrique, en fait, elle est très liée à la décarbonation. Le transport, c'est 30% des émissions de CO2 en France, après que tout ce qui est, on parle souvent aussi de l'industrie de l'agriculture, mais le transport fait partie des points majeurs. Et aujourd'hui, c'est ce qui explique qu'il y a de nombreuses réglementations qui progressivement incitent les entreprises à s'équiper en borne. Si je mets en place des parkings neufs, je vais devoir équiper ou prééquiper un certain nombre de places. Vous pourrez le retrouver là. De la même façon, si j'ai des parkings existants de plus de 20 places, petit à petit, une somme d'applications sont en train d'apparaître pour les PME de moins de 250 salariés. Il y a des dérogations. Voilà. Mais c'est dans ce contexte-là, en tous les cas, que le sujet de la mobilité électrique se développe. On est moins sur l'aspect économie d'énergie, plus sur l'aspect décarbonation. Mais voilà pourquoi aussi on en parle tant. Et pourquoi les réglementations vont vers la décarbonation, c'est lié aussi aux usages de l'électricité et un petit peu ce que je disais dans mon message introductif, qui émet nettement moins de CO2 que toutes les autres énergies en France. Ce n'est pas forcément le cas dans les autres pays. Voilà. Et dernier point qui est toujours intéressant de se poser la question, c'est est-ce qu'à un moment donné, j'ai intérêt ou pas à installer des panneaux solaires? Donc l'installation de panneaux solaires, faut vraiment la lier à son autoconsommation, c'est-à-dire que installer des panneaux solaires, c'est d'autant plus intéressant que je les autoconsomme dans mon usine. Pourquoi? Ou dans mon bureau. Quand j'autoconsomme, je ne paye pas ni le transport, ni les taxes, ni l'acheminement. Donc ça vient en déduction de tous les points de ma facture d'électricité. Voilà. Et aujourd'hui, avoir en tête que quand je vais aller dans les logiques d'autoconsommation, je peux avoir selon la puissance, retenez en gros qu'entre 0 et 36 kW crête, donc entre 0 et 36 kW crête, c'est à peu près 200 mètres carrés de panneaux solaires. Je peux avoir une aide à l'investissement et j'ai des tarifs de rachat. Donc, tout ce que je ne vais pas autoconsommer, l'État, aujourd'hui, obligation d'achat, l'État, en fait, propose de racheter les surplus pendant une durée de 20 ans. Donc, souvent, on dit, est-ce qu'il y a des aides pour mettre des panneaux solaires? Les aides, elles dépendent de la puissance que vous allez souscrire. De 0 à 36 kg, vous allez avoir une prime à l'investissement et un tarif de rachat. Et ensuite, au-dessus de 100 kg, donc 500 mètres carrés, on a essentiellement un tarif de rachat qui est proposé. Voilà. Mais les panneaux solaires, il faut particulièrement, je dirais, l'étudier dans des logiques d'autoconsommation. C'est là que c'est le plus intéressant. Voilà. En tous les cas, ça fait partie des sujets. Puis il y a de nombreuses réglementations.
en cours pour les entreprises pour les nouveaux bâtiments de plus de 500 mètres carrés et puis pour toutes les surfaces et les parkings, des nouvelles obligations de solariser dans les années à venir, toujours dans une logique de climat et de performance. Voilà. Donc ça, c'était quelques axes. Hein. Le premier, c'est comprendre ses consommations. Voilà pourquoi on parle tant de mobilité électrique. Et puis les panneaux solaires, mais dans une logique d'autoconsommation. C'est un petit peu comme ça qu'il faut l'étudier. Regardez bien quand vous vous installez des panneaux solaires, est-ce que j'ai des primes? Quel est le tarif de rachat? Le tarif de rachat, est-ce qu'il est il y a un seuil qui est à 9 kilowatts qui est assez important. Donc, il faut bien comprendre le tarif de rachat pendant combien d'années. Et voilà. Et ça vous permettra de bien appréhender votre projet solaire. Voilà. Voilà. Et dernier point, mais j'irai plus rapidement là-dessus. Si vous êtes industriel ou si vous êtes dans le tertiaire avec des projets d'isolation, vous avez toujours la possibilité en tous les cas, penser en amont de vos travaux, de voir si vous pouvez bénéficier des certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie, en fait, tous les commercialisateurs d'énergie sont incités à aider leurs clients à faire des économies d'énergie en versant ces certificats. Donc, si j'ai des investissements à venir, c'est intéressant de se dire, est-ce que je peux bénéficier ou pas de certificats? Particulièrement dans l'industrie, la récupération de chaleur, l'isolation. Voilà. Un grand merci à vous, Olivier, pour cette présentation extrêmement claire. Peut-être ça, c'était la façon dont l'OPCO avait pensé la synthèse de nos échanges. David, je te laisse peut-être commenter ces points, si tu le veux bien. Oui, alors c'est une humble synthèse, hein, parce que Oui, tant le tout à sujet fait. est vaste et nécessite en fait une vraie expertise, comme vous l'avez proposé, Olivier. Alors en synthèse, que retenir pour bien agir? Si on se met à votre place, entreprise, c'est de bien comprendre son contrat d'énergie et ses échéances. C'est aussi de comprendre sa consommation pour détecter les pics d'activité, notamment ceux qui peuvent être injustifiés au regard de l'attendu. Les exemples qui ont été fournis étaient très intéressants. C'est également d'agir sur le choix du contrat, sur les économies d'énergie et puis sur les sources d'énergie. Et un peu dans cet ordre-là, pour bien comprendre et bien fonctionner. On peut être des fois pressé par des prestataires d'installer des sources d'énergie différentes. Mais si, par exemple, on installe une pompe à chaleur et que finalement on n'a pas isolé ses fenêtres correctement, forcément, on fonctionne à l'envers. Et puis, de manière générale, comme on n'a pas forcément les compétences, les connaissances, c'est de bien se faire accompagner par ses fournisseurs, comme EDF par exemple, par les chambres consulaires également, qui peuvent avoir des diagnostics sur les flux d'énergie, l'ADEME, qui est quand même le représentant le plus proche de l'État sur cette question-là, et puis les spécialistes énergéticiens qui par leurs solutions techniques, justement, vont pouvoir apporter un regard sur votre situation particulière. Merci, David. Eh bien, c'est votre temps, à vous tous. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Alors, David, je n'ai plus la vision sur le fil de conversation, mais peut-être on peut inviter certains des participants à poser des questions à l'oral, voire à charger le fil de conversation pour que Alors, nous tous ensemble puissions répondre. Alors, une première question toute simple, Oui. hein, c'est d'avoir l'adresse mail de Monsieur Dupont qui a répondu instantanément, donc c'est parfait. Donc, j'ai pas d'autres questions écrites à ce stade, peut-être des questions verbales, allez-y, prenez la main, n'hésitez pas. Il y a sûrement des observations, des remarques. Ah, Alors, oui. c'est Monsieur ou Madame de Kolfmaker. Oui, Allez-y. bonsoir. Bonsoir. Madame de Kolfmaker. Moi, c'était une question pour Monsieur Dupont. Olivier, quand on renouvelle son contrat avant la date d'échéance, est-ce qu'on peut modifier ce contrat ou pas? Est-ce que je me suis fait bien comprendre, en fait? Alors, sinon, je vais y répondre tel que je l'ai compris, en tous les cas. Quand vous avez un contrat actuel qui Oui. s'arrête, par exemple, au 31 décembre 2025. Oui.
ce que vous pouvez faire, c'est prendre un contrat au 1er janvier 2026. Oui. Mais Mais vous ne pouvez pas. J'ai déjà signé un contrat durant la crise pour, pas dire l'année passée, pour renouveler mon contrat. Est-ce que je peux le modifier? Vous pouvez pas, en fait, un contrat signé, vous pouvez pas le modifier. D'accord. Ok. Même s'il n'a pas, il a pas eu encore, il n'a pas encore été exécuté. Non, dans l'absolu, le fournisseur, il réserve l'énergie à un moment donné sur des marchés à terme, un peu comme dans la finance. Voilà, c'est pour ça. Très bien, merci. Merci de la question, merci de la réponse. C'est pour ça Avons-nous qu'à un moment d'autres- donné, quand vous êtes amené à acheter, faut vous dire, j'achète aujourd'hui, à quel niveau est le cours de l'énergie, et est-ce que je pense que ça va continuer à descendre ou à monter? Vous suivez, et puis vous achetez à un moment donné. Voilà. Parfait, Alors, merci. une question de Fares. Où est-ce que je peux me renseigner pour les aides pour pour la totalisation de PPV dans mon entreprise? Donc pour l'installation peut-être de panneaux photovoltaïques dans mon entreprise. Oui. Alors, je vais deux choses. Déjà, soit vous m'envoyez un mail, mais pour être très transparent avec vous, il y a un très bon site que j'utilise à titre personnel. Je ne sais même pas s'il est labellisé, c'est Photovoltaïque Info. Voilà. C'est peut-être un site d'ailleurs de l'ADEME ou d'une institution, je ne sais pas exactement. Mais le site Photovoltaïque Info est très bien fait. Autre question, Anne-Françoise. Pour avoir notre profil détaillé de consommation, à quel service EDF dois-je m'adresser? Alors, quand on veut contacter EDF, on prend le numéro de téléphone qui est sa facture ou l'adresse mail. Mais c'est aussi pour ça on remercie l'OPCO et la CPME de nous inviter. C'est pour nous ce type de manifestation, de rencontre, permet aussi d'avoir un contact direct, puisque même si on est très local quelque part, on ne peut pas être tous les jours chez tout le monde. Donc je peux aussi regarder ça simplement si vous m'envoyez un mail pour les participants, hein. Je ne peux pas le faire pour tout le monde, mais pour les participants, si vous m'envoyez un mail avec éventuellement un numéro de facture ou quelque chose, une facture, assez vite, je retrouve des éléments et je peux vous répondre pour vous accompagner. Mais sinon, c'est le numéro de téléphone qui est sur votre facture, puisque en fait, on a 2, 3 canaux selon si vous êtes collectivité locale, entreprise, syndicat immobilier. Bon, je crois qu'il y a un grand panel, voilà. Mais voilà, c'est le numéro, c'est de cette façon-là qu'on s'adresse à nous en tous les cas. Voilà. Ou vous pouvez me faire mail. Voilà. Pas d'autres questions pour le moment? Oui, moi j'en ai une. Et si le fournisseur n'est pas EDF, comment on fait pour avoir sa courbe de consommation? Eh ben, il faut appeler son fournisseur, normalement. C'est là où ça fait partie du service, du prix et de tout ça, quoi, voilà. D'accord. Est-ce que c'est une demande qui est forcément un service payant ou ça fait partie intégrante du service? En fait, vous savez, la courbe de charge, en fait, c'est Enedis, le distributeur, qui la met à disposition. Là même, quand vous voulez faire une augmentation de puissance, une baisse de puissance, c'est votre fournisseur qui fait les demandes à Enedis. Voilà. Et en fait, pour pouvoir récupérer ces éléments de courbe de charge, eh ben, il faut une autorisation du client pour aller vers Enedis. Et celui qui l'a naturellement, c'est le fournisseur. Voilà. Et ensuite, soit il y a des services payants, soit après, sur une demande exceptionnelle, si pour celui qui est client, on peut récupérer les points 10 minutes manuellement. Voilà. Mais c'est pour une demande ponctuelle, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, celui qui voudrait suivre ça sur une année donnée, il a tout intérêt à prendre un service où il peut se mettre des alertes, il a tout ça sur un iPhone. Vous imaginez tout ce qui va avec, quoi. Pour une demande ponctuelle, votre fournisseur doit pouvoir vous aider. En tous les cas, nous, on peut le faire. Voilà. Et donc là, il faut me faire un mail et je verrai ce que je peux, si j'y arrive, mais j'y arrive normalement. Voilà. Mais voilà pourquoi je réponds pas, c'est pas une volonté de pas faire quand on n'est pas fournisseur, mais on doit avoir des autorisations pour accéder aux prestations auprès d'Enedis. Voilà. Madame Décolfemaker, vous avez une autre question? Oui, et est-ce que sur le compteur, il n'y a pas des informations? Il ne peut pas y avoir des informations sur la consommation?
Si. Sur le compteur, vous avez les puissances maximum appelées, vous avez les puissances souscrites, vous avez tout un tas d'éléments de ce type-là. On peut regarder. Oui, vous pouvez regarder, mais ça va être en instantané sur le compteur. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, moi j'ai été sur une plateforme Enedis pour le client, et j'ai été chercher, en fait, je lui ai dit, envoie-moi les appels de puissance sur les 12 derniers mois. Alors que sur le compteur, ça va être en instantané. Voilà. Vous n'allez pas pouvoir l'avoir en Excel et tout un tas de choses. Mais sinon, demandez à votre fournisseur, hein, c'est très bien. Une question de Fares, alors je ne suis pas sûr de bien la reformuler. Peut-on suivre le prix du kilowattheure actuel? Oui, il y a un site, c'est EX. Alors, il faudrait que je vous trouve le site. Je ne l'ai pas en instantané. Je pourrais vous le retrouver. Après, c'est un peu comme quand vous allez suivre la bourse de Paris tous les jours. Mais donc, il y a un site qui s'appelle EX. Je pourrais vous envoyer un lien. J'enverrai le lien à l'OPCO si ça vous va. J'ai Parfait, peur de ne pas merci. le retrouver en 2 clics là. Je ne l'ai pas en sauvegardé. Mais donc, sinon, vous tapez ex.com. Voilà, ex.com. Vous devez trouver les. Mais après, il faut aller dans la bonne rubrique, etc. Bon, je vous adresserai le lien qui va au bon endroit. Question subsidiaire, il y a des entreprises aujourd'hui qui achètent à 4-5 ans ou plus leur électricité? Jusqu'à plus 5 ans, oui. D'accord. Jusqu'à plus 5 ans. En tous les cas, il y a de plus en plus d'entreprises qui anticipent. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que les prix ne vont pas baisser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le cours du baseload, hein, vous retrouvez nos échanges de tout à l'heure, il est à 65-70 euros. La reine est à 42, on sait que c'est monté à 1000. En fait, certains industriels ou certaines entreprises se disent, c'est vrai qu'il peut baisser de 5-10 euros peut-être, on ne sait pas. Mais par contre, il peut encore remonter de 100 euros. Du coup, pour me préserver de la crise, j'achète long terme et au moins j'ai une visibilité sur mes coûts et j'ai pas de mauvaise surprise comme on a pu en avoir. Du coup, c'est plutôt cette stratégie d'achat que les entreprises mettent en œuvre. Se dire aujourd'hui, je considère que les prix sont bien. Je ne veux pas revenir à la crise. Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir mes coûts et de mettre mes coûts dans mes prix de production. Du coup, j'achète à plus long terme. Autre dernière question peut-être. Quelle est la bonne stratégie pour une entreprise pour signer son contrat d'électricité? La bonne stratégie, pour moi, c'est d'anticiper, de ne pas subir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il ne faut pas se retrouver le 15 novembre 2024 et se dire, je n'ai pas renégocié mon contrat au 1er janvier 2025. Moi, je considère que c'est un prix, c'est un pari risqué. Ça ne veut pas dire que les prix en ce moment ne sont pas plus bas qu'ils ne l'étaient il y a 3 mois, mais j'aurais pu subir une crise assez importante et là, je mets mon entreprise en difficulté. Donc, je reviens vraiment, la première question, c'est qu'est-ce que ça représente aussi, quel enjeu ça représente dans mon compte de résultats, hein, quand même, pour adapter le temps que j'y passe à l'importance que ça a dans mon compte de résultats, que ça ne devienne pas non plus un toc, entre guillemets. Mais à partir du moment où ça se justifie que je prenne du temps, eh bien, il faut un peu suivre les cours de l'énergie. Donc là, il faut demander à son fournisseur s'il n'a pas des outils ou des éléments à vous donner pour suivre ça. Il faut suivre ses cours, et puis quand j'estime que le cours est comment en ce moment, il est plutôt bien pour les années 2026, 27, voire 28. Et ben là, je prends mon contrat tout de suite pour pas avoir de mauvaise fortune et mettre mon entreprise en difficulté. Voilà. Donc la Merci. bonne stratégie, c'est un peu suivre les cours et c'est connaître les dates d'échéance et pas les subir, mais avoir une stratégie. C'est-à-dire que j'achète quand j'estime que les cours vont et pas j'ai 15 appels de personnes qui me disent que c'est moins 10%. Voilà. En tout cas, c'est une question existentielle pour Fares. Donc, Très bien, ouais, c'est bien. l'activité peut le justifier, clairement, hein. Voilà, ça Je ne mérite en connais tout pas cas de. l'entreprise, donc voilà. Mais à Voilà. disposition pour en parler après ou redonner plus des éléments, hein. La présentation qu'on a fait là, elle peut durer 2h30 aussi quand on intervient dans certains collectifs. Voilà. Mais à disposition pour en reparler par la suite ou dans d'autres circonstances ou en lien avec les prestataires qui sont là, si vous le souhaitez. Voilà.
Merci. On a juste un petit mot, nous, côté OPCO-EP, Philippe, par rapport à notre offre de service, pour simplement rappeler que au-delà de cette question sur la facture énergétique, hein, pour laquelle Olivier nous a bien décrit les bonnes attitudes, les bonnes réflexions à avoir, nous, côté OPCO-EP, on a donc différents outils qu'on a ouverts ou qu'on continue d'ouvrir, notamment une plateforme de contenu pédagogique liée à la transition écologique énergétique. C'est une offre qui est sur le site opcoep.fr. On a une série de webinaires qu'on a commencé, en effet, hein, avec l'évaluation carbone, la facture énergétique ici. Et puis, juste après les vacances de Noël, vous aurez une présentation sur la jungle des concepts liés à la transition écologique, pour bien traduire sans quoi ça a un impact pour son entreprise. On avait ouvert un financement FNE qui a eu beaucoup de succès, hein, puisqu'on a réussi à épuiser l'enveloppe au niveau national. On a également ouvert une formation de référent dans l'entreprise d'un salarié qui puisse dynamiser les équipes en lien avec la direction. Et donc là aussi, on a complété nos groupes. On a donc quasiment complété, autant pour moi. Il reste encore quelques dates, notamment sur le Rhône et la Loire, pour ceux que ça intéresse. Et nous avons donc des accompagnements conseils qui, eux, sont complets et qui se déroulent actuellement. Et également des prestations conseils ressources humaines qui peuvent être en lien avec ce sujet. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers entreprises. Merci David. Bertrand, je te laisse le mot de la fin si tu le veux bien. Oui, oh bah ça va être assez court, hein, parce que vous avez parfaitement tout synthétisé très clairement. Puis en plus, la présentation était très claire. La seule chose, c'est que oui, maintenant, il faut sortir de toutes les crispations, tensions et incompréhensions de la crise énergétique et bien comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, c'était le premier verbe important, comprendre. Et ça veut donc dire, pour les chefs d'entreprise et pour ceux qui gèrent les entreprises, prendre le temps pour se renseigner et avoir maintenant, en fait, dans l'esprit, une vraie stratégie à mener. La gestion de l'énergie fait partie de la stratégie complète de l'entreprise. Merci Bertrand pour ce mot de conclusion. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose d'en rester là. Un grand merci à vous tous pour votre participation. Merci à Olivier, merci à Bertrand, évidemment. Merci à toi David, pour ce temps d'échange riche, je l'espère. Et donc, on vous donne, comme le disait David, rendez-vous pour le webinaire du mois de janvier sur la jungle des concepts, hein, puisque dans ce domaine, la science humaine a su être créative, comme dans d'autres d'ailleurs. Il y a pas mal de concepts et d'abréviations qui nous sont proposés. C'est rendez-vous donc le 9 janvier 2025 à partir de 17h30. Merci à vous tous.